de l'écran. Nous essayons d'être synthétiques pour ne pas mettre en retard la session suivante. Très bien, Voilà. je lance un petit chrono à côté. Bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de vous partager les résultats de cette petite revue de littérature qu'on a faite en amont d'un projet de recherche qui va traiter du syndrome d'hyperventilation. Mais dans un premier temps, on s'était intéressé justement à ce SHV post-Covid-19. Alors, le SHV, c'est un ensemble de symptômes induits par une hyperventilation qui est physiologiquement inadaptée et qui sont reproductibles par une hyperventilation volontaire. C'est une respiration dysfonctionnelle qui touche 6 à 10% de la population générale, donc c'est quand même assez important. On la connaît sous plusieurs formes, notamment la forme aiguë, que vous voyez ici imagée, mais il y a également des formes chroniques avec une alcalose respiratoire même au repos. Et on parle également aussi de formes idiopathiques ou secondaires à une pathologie, notamment à l'asthme, qui, 34% des patients asthmatiques sévères ont également un syndrome d'hyperventilation. La variété des symptômes aussi est assez particulière. Ça va de sensations un peu dyspnéiques classiques, poitrine serrée, respiration courte, mais également contient des symptômes qui sont plus dysautonomiques, en fait, des vertiges, des palpitations, de l'ankylose, des fourmillements péribucaux. Et ça en fait un diagnostic qui doit être par exclusion et qui doit être confirmé normalement par une triade diagnostique, par une gazométrie, un test de provocation et un questionnaire qui relate l'ensemble de ces symptômes. Et dans les faits, en fait, majoritairement, on a souvent un seul de ces éléments cliniques et souvent c'est le questionnaire de NIMAG. Donc, pour comprendre un peu la physiopathologie du SHV, on va revenir sur quelques éléments ici présentés par un schéma de Soti et Prosper. Alors, l'hypothèse étiologique avec laquelle je suis plus familier, c'est qu'il y aurait un défaut de commande ventilatoire au niveau du tronc cérébral qui viendrait provoquer cette hyperventilation, qui nous mettrait dans une situation d'alcalose respiratoire et qui, par le biais d'un abaissement de potentiel de membrane, viendrait rendre hyper excitable le système nerveux central, mais également les nerfs, les muscles de l'endothélium. Donc, il y a une atteinte également vasculaire, et vous comprenez donc après aussi avec cette hyperexcitabilité du SNC, ce cercle vicieux qui se met en place. Il y a également une composante, vous le voyez, de cercle vicieux, mais plutôt sur une dimension psycho-affective. Il faut savoir que tout ce qui va être émotionnel, neuropsychiatrique, va également modifier la commande ventilatoire. Donc, il en suit une diminution de la qualité de vie de ces patients et une limitation fonctionnelle, notamment à l'effort. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question de SHV persistant après le Covid-19? Donc, c'était au début de l'année, on en savait encore un peu moins sur le Covid long, mais ce qu'on avait donc remarqué, et ce que la HAS avait publié, c'est qu'il y avait un certain nombre de patients qui avaient des symptômes prolongés après une infection à SARS-CoV-2. 10 à 20% des patients ayant fait une forme modérée de Covid avaient des symptômes après 3 mois post-hospitalisation. Et la difficulté, en fait, c'est de faire un peu la part des choses entre ce qui est vraiment spécifique à une atteinte Covid-19 et les complications qui sont liées à l'hospitalisation, notamment à la réanimation. Donc, quand on voit qu'il y a 70% des patients qui ont fait une forme sévère, qui ont encore des symptômes à 3 mois, finalement, on n'est pas si étonné que ça, étant donné qu'après un SDRA, un séjour en réanimation pour une insuffisance respiratoire aiguë, on a 50% des patients qui ont une limitation fonctionnelle à 1 an. Donc finalement aussi, c'est faire la part des choses un peu, qu'est-ce qui va être spécifique à la physiopathologie du Covid et de l'infection à SARS-CoV-2 et qu'est-ce qui sont des complications attendues après un épisode de détresse respiratoire aiguë. Donc, parmi ces symptômes persistants, maintenant qu'on appelle du Covid long, il y a ce SHV-là, mais il y a aussi d'autres symptômes qu'on a détaillés dans d'autres présentations, donc je ne vais pas y revenir dessus, mais notamment la dyspnée. Et on s'est posé la question, donc, parmi toutes ces séquelles respiratoires, quelle est réellement la prévalence du SHV finalement? Et on a essayé d'y répondre en faisant un état de l'art de la littérature avec l'équation suivante, relativement simple, mais avec finalement peu d'études qui portaient sur l'hyperventilation, si bien qu'on n'a pas pu vraiment sélectionner d'études qui traitent spécifiquement du SHV. En élargissant un petit peu, bon, là, vous voyez, effectivement, on a eu 333 résultats, ça a pris un peu de temps de passer en revue tout ça, et on n'a trouvé qu'un seul article à nouveau qui traitait du SHV, je vais vous le présenter juste après, ça reste en plus des données plus que limitées. Donc finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait plutôt essayer de raisonner aussi par des preuves indirectes, plutôt de physiopathologie, que je vais vous présenter également juste après.
Donc, cette étude qui a été retenue, c'est celle de Motier Genaïté et al., qui est un chercheur de Bichat, de l'hôpital Bichat à Paris. Donc, il fait une revue de la littérature des différentes séquelles respiratoires et des symptômes persistants à 3 mois, 1 mois et 2 mois. On peut voir effectivement qu'il y a cette dyspnée, enfin, il lui parle de breathlessness, donc c'est difficile de savoir si c'est de l'essoufflement ou de la dyspnée, mais en tout cas, elle est présente chez pas mal de patients. On voit également que sur des tests fonctionnels comme le TDM6, il y a également pas mal de patients qui ont encore une performance à l'effort qui est plus que limitée. Et il y a également des troubles qui sont plutôt liés à l'atteinte vraiment du poumon, donc des troubles encore radiologiques ou de diffusion alvéolo-capillaire. Et donc, cette étude, elle conclut que parmi les patients qui sont suivis à l'hôpital Bichat pour une dyspnée inexpliquée, donc qui n'est pas corrélée à ces symptômes persistants au niveau radiologique et des EFR, ils ont trouvé 8 SHV confirmés. Alors, ça ne nous donne pas du tout une idée de la prévalence parce qu'on ne sait pas sur combien de patients qui ont cette dyspnée inexpliquée on a trouvé ces 8 SHV. Mais en tout cas, on peut se dire qu'il y a potentiellement un SHV parmi les patients qui ont un Covid long. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'inventer. Je pense qu'il faut quand même garder en tête que la prévalence, elle est quand même importante dans la population générale. Donc, 8 patients, finalement, est-ce que c'est plus ou moins que cette prévalence de 6 à 10%? Les autres résultats qui sont donc plutôt de l'ordre physiopathologique, qui nous donnent en gros des indications sur le schéma du SHV, où est-ce qu'il pourrait y avoir une atteinte qui expliquerait qu'il y a un SHV après un Covid, sont les suivantes. On a des preuves, bien sûr, de l'atteinte ventilatoire, ces opacités radiographiques, une prévalence importante de la fibrose et potentiellement, on pourrait penser aussi que cette atteinte ventilatoire est liée à une adaptation de la DLCO. Au niveau de l'hypothèse étiologique de la commande centrale, on sait que maintenant que le SARS-CoV-2, il est présent dans l'encéphale, qui a une potentialité d'infecter des cellules neurologiques et de créer la mort cellulaire. Donc, peut-être effectivement que l'atteinte du Covid-19 va cibler la commande centrale respiratoire et donc créer un SHV. C'est tout à fait entendable. Et enfin, on a aussi une preuve du coup de l'atteinte vasculaire dont je vous parlais un peu au début, par ce récepteur maintenant qu'on connaît tous, ACE2, et par le phénomène d'api-hypoxémia. Et donc, potentiellement, il y a une partie de ces symptômes, notamment les symptômes dysautonomiques, qui pourraient être expliqués également par cette atteinte vasculaire du SARS-CoV-2. Donc, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a de nombreux facteurs confondants. Très certainement, il y a du SHV parmi ces patients post-Covid, mais il ne faut pas confondre le SHV, qui est quand même une étiologie particulière, et une hyperventilation qui est adaptative, secondaire à une atteinte de détresse respiratoire aiguë. On l'a vu aussi dans cette revue, mais je ne vous présente pas en détail ces résultats-là. Il y a énormément de séquelles psychiatriques qui sont également attendues au vu du contexte et aussi après la réanimation chez des formes plus sévères. Donc, il y a de l'anxiété, dépression, des déliriums, des syndromes de stress post-traumatique. Et tout ça, on l'a vu, peut avoir également une influence sur la commande ventilatoire. Donc, à quel point est-ce qu'on est face à un SHV ou face à un patient qui a une commande ventilatoire modifiée par son état émotionnel? Donc, toutes ces séquelles neurologiques aussi, ce n'est pas que potentiellement sur le SHV que ça va agir, ça va aussi agir sur d'autres commandes de motricité volontaire. Donc, on peut tout à fait penser qu'un patient qui a une ventilation un peu dysfonctionnelle a peut-être juste une atteinte de sa motricité corticale et pas au niveau du tronc cérébral du pattern generator. Et finalement, oui, il y a les séquelles aussi du processus de réanimation qui sont multiples et qu'on attend également chez les patients qui font des formes plus sévères. Donc finalement, qu'est-ce que ça change en pratique? Effectivement, on ne va pas nier qu'il y a une recrudescence de ces patients-là et qu'il faut leur apporter une solution. Et je pense que la kinésithérapie respiratoire est tout à fait adaptée. Mon propos n'est pas de ne pas prendre en charge ces patients-là parce qu'il n'y a pas de SHV. Ils ont une respiration dysfonctionnelle et il faut les traiter. Mais je pense que confirmer le SHV par la triade diagnostique, ça permet d'être plus clair sur ce qu'on traite. Si c'est quelque chose qui est connu, enfin, même si on le connaît encore de manière imparfaite, donc le SHV, ou si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore du tout, qui est quelque chose vraiment de spécifique au Covid-19. Le traitement en kinésithérapie reste la première recommandation. On ne va pas enlever ça non plus à la kinésithérapie respiratoire, mais je pense qu'à nouveau, il faut comprendre la physiopathologie du SHV en amont de pouvoir traiter les différentes composantes qu'on a vues qui sont quand même relativement complexes.
Et il semble que cette prise en charge permette aux patients de récupérer sur le long terme. Il y a une étude là récemment qui a été publiée par le Lancet où on voit une amélioration du score MMRC avec et sans réhabilitation respiratoire. Donc la question, en fait, c'est est-ce que le rôle du kinésithérapeute, c'est vraiment de réhabiliter sur le plan respiratoire ou est-ce que finalement on accompagne une récupération spontanée? Les deux se tiennent, hein. À nouveau, je ne sais pas de trancher sur l'un ou sur l'autre, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être éclaircie. Donc voilà, pour conclure, il est difficile encore d'estimer la prévalence du SHV post-Covid. C'est un peu le message principal que je voulais faire passer. Comme bien souvent, cette étude, finalement, elle soulève plus de questions sur le plan épidémiologique et physiopathologique qu'elle apporte de réponses. Je pense qu'effectivement, la compréhension de la physiopathologie du SHV et du SARS-CoV-2, bien sûr, est nécessaire avant de conclure sur un lien entre Covid-19 et SHV. Merci pour votre attention. Je